La nuit. Ce territoire obscur où les ombres prennent vie, où les certitudes se fissurent et où l'inconnu s'infiltre dans nos existences comme un poison silencieux. Certains diront que ce ne sont que des histoires, des récits inventés pour effrayer les plus crédules. Mais ceux qui les ont vécus savent. Ils savent que l'horreur n'a pas besoin de monstres imaginaires pour exister. Elle se cache dans une porte qui grince au mauvais moment, dans une respiration étouffée derrière un mur, ou dans un simple regard à travers un rideau entrouvert. Ce soir, vous allez découvrir 3 témoignages, 3 expériences vécues, racontées par ceux qui ont eu le malheur d'y survivre. 3 fragments de ténèbres qui vous hanteront, bien après avoir quitté cette vidéo. Fermez les volets, éteignez la lumière, installez-vous. Et surtout, souvenez-vous, l'horreur ne prévient jamais. Elle frappe au détour d'un détail banal. Mon nom est Chris. Cela s'est passé il y a des années, mais je n'ai jamais vraiment pu l'oublier. Parfois, je me persuade que ce n'était qu'un mauvais rêve, un souvenir déformé par le temps. Mais chaque fois que je ferme les yeux, je revois cette nuit d'été étouffante, et je sens encore ce malaise rampant dans mes tripes. J'avais 17 ans à l'époque, un gamin obligé de bosser l'été pour éviter les serments assassins de mes parents. Je travaillais de nuit dans une pizzeria miteuse, à la périphérie de ma petite ville natale. Ce n'était pas un choix de carrière, mais une corvée imposée. L'uniforme collait à la peau, les fours crachaient une chaleur suffocante, et les pizzas, mon Dieu. Les pizzas étaient immangeables. Une pâte caoutchouteuse, une sauce acide, un fromage qui n'avait sûrement jamais vu la moindre vache. Et pourtant, contre toute logique, certains passaient commande. Mon seul réconfort, c'était que le téléphone sonnait rarement. La plupart des nuits, je tuais le temps en pliant des cartons vides ou en traînant près du frigo. Le patron, Russell, un type d'une trentaine d'années avec les yeux rivés en permanence sur son téléphone, passait plus de temps sur Reddit qu'à gérer son commerce. Tant mieux, moins il me parlait, mieux je me portais. Mais ce soir-là, quelque chose d'inhabituel est arrivé. J'ai réapprovisionné le frigo en soda quand la tablette de commande a vibré. Une nouvelle commande venait de tomber. Une grande pizza, saucisses et olives. Rien de spécial, sauf un détail. Personne, jamais, ne commandait des olives chez nous. Le stock dormait depuis des semaines. En consultant l'adresse, j'ai failli rejeter la commande. La maison était en dehors de notre zone de livraison, perdue dans un coin isolé, à la lisière de la ville. Mais avant que je puisse annuler, Russell leva à peine ses yeux de son écran et marmonna. « Prends-la, ça fait plus d'1 heure qu'on n'a rien eu. » J'ai haussé les épaules. Pourquoi pas, au moins ça tuerait une bonne demi-heure. Lorsque la pizza fut prête, jetai un coup d'œil aux instructions écrites sur le reçu agrafé à la boîte. Je les revois encore, gravées dans ma mémoire comme une cicatrice. Garez-vous dans la rue derrière la maison. Traversez le jardin. Frappez uniquement à la porte arrière. J'ai froncé le sourcil. Pourquoi diable m'interdire la porte d'entrée? Mon esprit de gamin trouva 1000 explications. Éviter de réveiller un bébé, travaux à l'amont de la maison, ou simple secret d'ado qui cache sa commande à ses parents. J'ai haussé les épaules. Après tout, ça ne me concernait pas. Dehors, la chaleur était suffocante. Une moiteur lourde, presque gluante, comme si l'air lui-même s'était figé dans une sorte de gélatine invisible. L'odeur était encore pire. Ce mélange de terre cuite au soleil et de plastique fondu qui vous colle à la gorge. Je roulais fenêtre ouverte 2 minutes avant de céder et de lancer l'air conditionné à fond. La route s'éloignait de la ville, se rétrécissant au fur et à mesure, bordée de champs sombres et de maisons de plus en plus rares. 25 minutes de trajet, mais chaque seconde semblait s'étirer. Pas de lampadaire, pas de trafic. Seulement moi, mon vieux taco de livraison et ce carton brûlant qui empestait de saucisses. Enfin, le GPS annonçait l'arrivée. Une rue étroite, parallèle aux arrière-cours. Devant moi, la maison semblait morte. Pas de lumière, pas de voiture, une pelouse sauvage, haute jusqu'aux genoux, et une clôture branlante qui s'ouvrait comme une mâchoire fendue. J'ai garé la voiture sur le bas-côté, attrapé la pizza d'une main et ma lampe torche de l'autre. Le faisceau jaune glissait sur l'herbe humide et les pierres.
Je suivis la pente jusqu'à la porte arrière. Une vieille porte blanche, surmontée d'une petite vitre masquée par un rideau bon marché. Je frappais. Silence. J'attendis. Puis je frappais plus fort. Toujours rien. La sueur me collait à la nuque. J'allais insister une troisième fois quand le rideau bougea. Pas beaucoup, juste un frémissement. Comme si un doigt invisible avait effleuré le tissu. Je restais figé, le souffle suspendu. Quelqu'un était là, juste derrière la vitre, immobile, observant. Je sentais une présence, une fixité glaciale, mais aucune main n'ouvrait la porte. C'est alors que des phares ont balayé la rue. 2 voitures venaient de s'arrêter derrière la mienne. Un homme en est sorti. Silhouette banale, pas d'uniforme. Mais dans la lumière, un badge a brillé. Un policier en civil. Il m'a fait signe d'approcher. « Retourne dans ta voiture, attends. » Pas un mot. Je me suis exécuté, le cœur battant à tout rompre. De là, j'ai vu la scène se déployer. Ils étaient 5, peut-être 6. Des silhouettes denses, glissant autour de la maison, comme des prédateurs. Personne ne frappait, personne ne s'annonçait. Les torches fondaient l'obscurité, cherchant des failles. Un tente à la poignée de la porte arrière. Fermée. Un signe de tête. Repli. Silence. J'étais tétanisé. Spectateur d'un spectacle interdit. Je savais que je ne devais pas être là. L'officier revint vers moi, se pencha à ma fenêtre. Son regard se posa sur la pizza à la place passager et il soupira. « Tu n'as rien à faire ici, gamin. Ce lieu fait l'objet d'une enquête. Tu es tombé au mauvais moment. » « Mais... et la commande ? Qui... » Peu importe. Pars. Maintenant. J'ai balbutié, protesté. Mon patron allait me tuer si je revenais avec une pizza intacte. Mais le policier s'est contenté de hausser ses épaules et de répéter son ordre. Alors j'ai démarré. Tout le trajet de retour, je tremblais. Mes mains glissaient sur le volant à force de sueur. Ce rideau qui bouge, cette attente, cette impression d'avoir frôlé quelque chose d'indisible. Était-ce un piège ? Était-ce moi là-bas ? Pourquoi passer une commande à une maison surveillée par la police ? Qui était Géry, le prénom inscrit sur le ticket ? Je n'ai jamais eu de réponse. Et parfois la nuit, je me demande encore ce qui serait passé si les policiers n'étaient pas là, si la porte s'était ouverte. Si cette histoire vous a glacé le sang, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Nuit d'horreur. D'autres récits encore plus sombres vous attendent. Mais oserez-vous les écouter jusqu'au bout ? J'ai aujourd'hui 40 ans. Une vie banale, diront certains. Un emploi stable dans les assurances, une épouse que j'aime et 2 garçons pleins d'énergie, Jordan et Scott, âgés de 7 et 5 ans. Je me croyais à l'abri. Je croyais avoir construit pour ma famille une bulle rassurante, loin des tourments. Mais l'horreur ne choisit pas ses victimes. Elle frappe sans prévenir, et parfois elle se cache dans les lieux qui paraissent les plus sûrs. Tout a commencé il y a quelques années. À la mort de mon père, après une longue lutte contre le cancer, il nous avait quittés en me laissant en héritage une petite maison de plage dans le Delaware. Rien d'extravagant. 2 étages un peu vieillots, des murs jaunis par le sel, mais une situation idéale, à un pâté de maison de l'océan. Mon père la louait toute l'année, si bien que je n'y avais jamais mis les pieds avant son décès. La première fois que nous y sommes allés, ma femme et moi avons eu le souffle coupé par la vue depuis la terrasse du haut, une ligne infinie d'eau et de ciel, un horizon qui semblait promettre la paix. Cette maison est vite devenue notre refuge. Chaque été, nous y passions quelques jours, parfois une semaine entière. Mes fils adoraient y courir pieds nus, faire du vélo sur la promenade, construire des châteaux de sable jusqu'à la nuit tombée. Pour eux, c'était une fête permanente. Pour moi, un trésor que mon père avait laissé derrière lui, comme s'il avait voulu veiller encore sur nous, d'au-delà de la tombe. Mais l'été dernier, tout a basculé. C'était un mercredi soir. La journée avait été splendide, soleil éclatant, jeux sur la plage, un pique-nique sur le sable. Les garçons s'étaient endormis tôt, épuisés. Sur la terrasse, ma femme et moi savorions un verre de vin, jouant distraitement aux cartes dans la tiédeur de la nuit. Le bruit des vagues au loin, la légère brise marine, tout semblait parfait.
C'est alors que Jordan, mon aîné, est apparu dans l'encadrement de la porte. Son petit pyjama bleu pendait sur ses épaules maigres et ses yeux trahissaient une peur qu'il tentait de dissimuler. « Papa, j'entends un bruit dans ma chambre, un bruit qui gratte, comme des ongles. » J'ai échangé un regard avec ma femme. Elle a haussé les sourcils, un peu amusée. Vieille maison, planche qui craque, rien de plus. Mais je ne voulais pas que mon fils pense que je me moquais de lui. Alors j'ai posé mon verre, me suis levé et lui ai pris la main. En descendant, je remarquais son silence tendu. Pas un mot, juste ses doigts crispés autour des miens. Il m'emmena dans sa chambre et pointa le mur près de son lit. Nous avons attendu quelques secondes, et au début je n'ai rien entendu. J'allais lui dire qu'il devait rêver, quand le son se fit distinct. Un grattement. Lent. Insistant. Je me suis penché, posant l'oreille contre la cloison. Le bruit venait de l'intérieur du mur proche du sol, juste au niveau des plaintes. Je pensais d'abord à un rat ou un écureuil coincé dans une cavité. Mais soudain, un autre son a glissé à travers le silence. Une respiration. Profonde. Lente. Humaine. Je me reculai d'un bond, lâchant un jurant étouffé. Jordan me regardait terrifié, ses lèvres tremblantes. Et puis, le cri. Un cri guttural, monstrueux, jaillissant du mur comme si la maison elle-même criait de douleur. Je n'ai pas réfléchi. J'ai attrapé Jordan par le bras, foncé dans le couloir, arraché Scott de son lit en le serrant contre ma poitrine et couru vers l'escalier en hurlant à ma femme de nous rejoindre. Mais déjà, derrière moi, quelque chose bougeait. Des pas lourds, précipités. Je me suis retourné et j'ai vu l'impossible. Un homme jaillissant d'un panneau disjoint dans le mur du couloir. Un homme maigre, couvert de crasse, les visages barrés de cicatrices, les yeux injectés de sang. Sa bouche écumée de rage, ses mains graffiaient l'air comme des serres d'un animal. Il se rua sur nous. J'ai failli tomber en montant l'escalier. Mes 2 enfants agrippés à moi. Ma femme criait, nous tirant jusqu'à la terrasse du haut. J'ai refermé en catastrophe la baie vitrée coulissante. À peine avais-je claqué le loquet que l'homme se fracassait contre la vitre. Le choc fit vibrer tout le cadre. Je crus que le verre allait éclater en 1000 morceaux. Il criait, un cri dément, alternant injures et sons inhumains. Ses mains sales laissaient des traces brunes sur le verre. Sang, terre, je ne voulais pas savoir. Je me suis jeté de tout mon poids contre la vitre pour la maintenir, tandis que mes enfants pleuraient dans les bras de leur mère. Les secondes devinrent des minutes. Chaque coup ressonnait dans ma poitrine comme un marteau. Je savais que si la vitre cédait, je n'aurais pas la force de le retenir. Et dans ses yeux fous, je lisais une certitude. Il voulait nous tuer. Puis, des bruits sourds retentirent dans la maison. Des voix. La police venait d'arriver. 2 officiers surgirent dans le salon et se jetèrent sur l'homme, le maîtrisant au sol, malgré sa rage animale. J'ai senti mes jambes céder. Je me suis effondré contre la vitre, le souffle coupé. Plus tard, j'ai appris la vérité. La maison possédait un espace rampant, une sorte de couloir étroit sous la structure, accessible par une trappe dissimulée sous le porche arrière. De là, un panneau disjoint menait directement dans le placard de Jordan. L'homme vivait là, depuis des semaines, peut-être des mois. Il sortait la nuit, fouillait nos placards, volait dans nos réserves, se cachait encore avant le dawn. Et cette nuit-là, il avait décidé que nous étions de trop dans sa maison. Le policier m'a dit qu'il préparait ce moment, qu'il attendait la bonne occasion pour chasser les intrus. Nous, ma femme, mes enfants. Je n'ai jamais oublié ses yeux quand il a frappé la vitre. Cet éclat de folie pure. Nous avons quitté la maison le lendemain, trop traumatisés pour y retourner. J'ai fait condamner la trappe, scellé chaque ouverture. Cet été, nous y sommes retournés. Tout semble revenu à la normale. Mais, parfois, en pleine nuit, il me semble encore entendre un souffle dans les murs. Et je sais au fond de moi que nous avons frôlé de la mort. J'avais 16 ans cet été-là.
À cet âge, chaque jour semble une éternité, chaque nuit une promesse. Je vivais dans une campagne isolée, où les routes s'étendaient à perte de vue et où le silence des champs paraissait infini. J'adorais cette impression d'avoir le monde entier rien que pour moi. Pas de voiture, pas de voisins curieux, seulement le vent et les étoiles comme compagnons. Mon amie, Taylor, partageait ce goût de la liberté. Elle était plus téméraire que moi, toujours prête à repousser les limites, à chercher l'aventure dans les moindres recoins de nos étés. Nous avions une habitude, sortir à vélo la nuit, trouver un champ désert et passer des heures à contempler le ciel, une bouteille de vin bon marché entre nous. Ce soir-là, en plein mois de juillet, nous avons enfourché nos vélos et pédalé hors du village. Les routes semblaient avalées par les ténèbres et seule la lueur de nos lampes faiblardes fendait l'obscurité. Nous rions, insouciantes, convaincus d'être invincibles. Après une vingtaine de minutes, Taylor s'est arrêtée brusquement. « Ici », dit-elle. Devant nous, un champ immense s'étalait, sans clôture, sans arbres, seulement une étendue d'herbe baignée par le ciel étoilé. Nous avons étendu une vieille couverture, débouché la bouteille et laissé la nuit nous envelopper. Le vin avait un goût âpre, presque métallique, mais peu importe. Nous étions là, deux adolescentes, riant à gorge déployée, parlant de nos rêves, guettant une étoile filante. Un instant, nos regards se sont croisés. Taylor avait une façon étrange de me regarder, comme si elle cherchait quelque chose que je ne pouvais pas lui donner ou que je n'osais pas reconnaître. J'ai senti mes joues chauffer, détourner les yeux. Était-ce le vin qui me faisait imaginer des choses ? Peut-être. Mais je ne pus m'empêcher de me demander si cette nuit-là, elle attendait plus qu'une simple amitié. Puis, soudain, une traînée de lumière a traversé le ciel, une étoile filante. Nous avons crié en chœur, ri comme des gamines, fait un vœu en silence. Je me suis allongé sur le dos, fermant les yeux quelques secondes pour savourer le souffle du vent sur mon visage. Quelques secondes seulement. Mais quand je les ai rouverts, Taylor n'était plus là. Sa silhouette avait disparu, son vélo aussi. Pourtant, le mien reposait encore contre la couverture. Le chant, qui me semblait familier et apaisant quelques instants plus tôt, me parut soudain hostile. Le ciel paraissait plus sombre, les étoiles moins brillantes, comme si quelqu'un avait baissé la lumière du monde. Je me suis redressé, paniqué. « Taylor ?» Ma voix s'est perdue dans l'étendue vide. Pas de réponse. Je fis un tour sur moi-même, scrutant chaque direction, mais il n'y avait que herbe et silence. Alors, j'ai regardé mon téléphone. 3 heures du matin exactement. Mon cœur s'est figé. Quand nous étions arrivés, il n'était pas encore minuit. Comment 3 heures avaient-elles pu s'écouler en un clignement d'œil ? Je savais que je n'avais pas dormi, j'en étais certaine. Et pourtant, j'ai essayé d'appeler Taylor. Pas de réponse. J'ai rappelé encore et encore, jusqu'à ce que mes mains tremblent trop pour composer son numéro. Les larmes me brouillaient la vue, je me sentais piégé dans un cauchemar éveillé, seul dans un champ où le temps lui-même semblait corrompu. Finalement, j'ai sauté sur mon vélo et pédalé comme une forcenée jusqu'à chez moi. Le vent sifflait à mes oreilles, mes jambes brûlaient, mais la peur me poussait toujours plus vite. Quand j'ai atteint mon allée, j'étais en sueur, tremblante, incapable de trouver le sommeil. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message à Taylor. J'attendais des excuses, ou au moins une explication, mais sa réponse m'a glacé le sang. « Où est-ce que tu avais passé hier soir ?» Je relus son texte 3 fois, incrédule. Selon elle, c'était moi qui avais disparu. Elle m'assurait s'être réveillée seule à 3 heures du matin, exactement comme moi, et m'avoir attendu plus d'1 heure avant de rentrer furieuse et inquiète. Nous avons comparé nos souvenirs, nos appels manqués. Rien ne correspondait. Elle disait se souvenir de m'avoir appelé, mais aucune trace dans mon historique. De mon côté, j'étais persuadé de l'avoir appelé aussi, mais mon téléphone n'affichait rien. C'était comme si nos 2 réalités s'étaient déchirées en 2 versions différentes de la même nuit. Nous avons fini par laisser tomber, ou du moins c'est ce que nous avons prétendu, mais quelque chose s'était brisé. Nous n'avons presque plus refait de nuit d'étoiles après ça. Des années ont passé, je n'ai plus de nouvelles de Taylor, mais parfois, en levant les yeux vers le ciel d'été, je revois ce champ, cette étoile filante, cette heure figée, et un frisson glacé me parcourt l'échine. Car une question demeure obsédante. Laquelle de nous deux a vraiment disparu cette nuit-là ? 3 récits, 3 vies ordinaires qui ont basculé dans l'inexplicable.
Chris, simple adolescent obligé de livrer des pizzas, s'est retrouvé à la frontière d'une machination sombre dont il n'a jamais percé le secret. Un père de famille, en quête de repos et de souvenirs heureux, a découvert l'enfer tapi dans les murs de sa propre maison. Et une adolescente insouciante, partie chercher des étoiles avec son ami, a effleuré un mystère qui défie le temps et la raison. 3 histoires, 3 visages différents de la peur. La peur de ce que nous ne comprenons pas, la peur de ce que nous ne voyons pas, la peur de ce qui pourrait surgir à tout moment derrière une porte close, un rideau qui tremble, ou un ciel d'été trop silencieux. Peut-être vous dites-vous que ce ne sont que des histoires, de simples coïncidences, des cauchemars transformés en récits, mais au fond de vous, une question persiste. Et si cela vous arrivait, à vous? Et si la prochaine fois que vous entendez un bruit dans le mur, que vous remarquez un rideau qui bouge, ou que l'heure sur votre téléphone saute mystérieusement, il était déjà trop tard. L'horreur ne frappe jamais quand on l'attend. Elle s'invite dans la banalité du quotidien, et c'est pour cela qu'elle est si terrifiante. Si ces récits vous ont glacé le sang, n'oubliez pas de vous abonner à Nuit d'horreur. Chaque semaine, de nouvelles histoires vraies, plus sombres encore vous attendent, et croyez-moi, la nuit ne vous paraîtra plus jamais la même. Fermez bien vos portes, éteignez vos lumières, et souvenez-vous, l'horreur n'est jamais loin.